Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de l'Écho du jour. Nous sommes le mercredi 27 mai 2026 et aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont se construit un récit politique. Mhm. Un sujet vaste. Très vaste, oui. Imaginons une seconde. Bâtir toute une identité politique pendant des décennies sur un mythe fondateur extrêmement précis. Le mythe de l'enfant du peuple, c'est ça. Exactement. Le récit d'une lignée d'immigrés pauvres, des exilés qui auraient été, disons, totalement innocents des crimes du passé colonial. C'est une histoire qui force le respect. Un récit intouchable en apparence. Oui, en apparence. Jusqu'à ce que les archives s'en mêlent. Voilà. Et puis un jour, un simple bout de papier, une ligne dénichée dans de vieilles archives administratives, vient percuter cette histoire de plein fouet. C'est ce vertigineux choc avec le réel que notre édition d'aujourd'hui se propose d'analyser. Et c'est une plongée au cœur de ce dossier qui s'annonce passionnante. Je suis ravie qu'on le fasse ensemble. L'objectif de cette analyse approfondie, c'est vraiment de comprendre comment se fabrique ce récit politique. Et surtout, ce qui se passe quand la trace écrite, la trace froide et bureaucratique, vient le contredire. Ouais. Et d'ailleurs, avant même de déplier ce dossier, en tant qu'analyste, je suis obligé de poser un cadre très strict à notre réflexion. Oui, c'est important de le faire. Parce que la matière que nous allons manipuler aujourd'hui est, disons qu'elle est hautement inflammable. Elle touche à une figure politique de premier plan, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, Tout à fait. et évidemment, elle touche à une plaie historique qui est encore à vivre dans la société, l'Algérie française. Donc, pour que notre démarche soit parfaitement limpide, notre but ici n'est pas de juger, Non, bien sûr que non. ni de valider, ni de condamner, ni de prendre une quelconque position politique. Notre rôle, c'est d'examiner de manière totalement impartiale ce que révèle l'article publié par le journal JD News. Seulement les faits rapportés par GD News, oui. Rien de plus. On observe simplement la collision entre un discours public et une archive historique. Le cadre est posé. Et c'est très bien ainsi. Alors, si on devait résumer le cœur de ce décryptage, on pourrait dire que c'est l'histoire d'un grand écart. Un fossé béant même. Oui, un fossé béant. D'un côté, on a ce récit familial, raconté, martelé presque par le leader politique au fil des années, et de l'autre, les trouvailles franchement troublantes exhumées par GD News. Mhm. Mais commençons par la base de cet édifice, si tu veux bien. Quel est exactement ce fameux roman familial qui se retrouve soudainement sous le microscope? Eh bien, si on rassemble les différentes déclarations publiques, les interventions médiatiques, ou même les livres publiés au fil du temps, on remarque que l'image projetée a toujours été d'une grande constance. C'est-à-dire, le discours ne varie pas. Non, la trame narrative reste la même. Des ancêtres pieds noirs, oui, mais appartenant strictement aux classes populaires. D'accord. Les termes qui reviennent, les mots-clés qui fondent ce récit, et que l'article de JD News rappelle d'ailleurs très bien, ce sont des mots comme pauvre ou modeste. Ouais. Mais surtout, la clé de voûte de toute cette architecture, c'est la revendication d'avoir été totalement étranger au fait colonial. L'expression « pas colon » a été utilisée littéralement comme un étendard. Donc on brosse le portrait de personnes qui étaient physiquement présentes en Algérie, mais qui auraient évolué en fait en marge du système de domination. C'est ça, Comme s'ils vivaient dans une dimension parallèle. exactement. C'est l'idée de l'immigré de la Méditerranée. Quelqu'un venant souvent d'Espagne, d'Italie ou de Malte, qui arrive complètement démuni. Qui part de rien. Voilà, qui travaille dur et qui subit lui-même le mépris des grandes familles bourgeoises coloniales. Dans ce discours, les ancêtres ne sont pas les rouages de la machine économique de l'époque. Ils en sont juste des Des spectateurs. spectateurs, voire même des victimes collatérales, oui. Et il faut bien comprendre pourquoi ce récit est si important. C'est d'une cohérence politique redoutable. Ah oui, on comprend bien la logique derrière. Sans porter de jugement, c'est une construction qui a un sens stratégique évident. Totalement. Imaginons la posture d'un leader de la gauche radicale. Le cœur de sa doctrine, c'est la lutte contre toutes les dominations. Le capitalisme, l'impérialisme, le néocolonialisme. Donc forcément, Forcément, le récit de ses propres origines se doit d'être une fondation qui valide ce combat. Revendiquer une ascendance qui vient d'en bas, une famille détachée de l'exploitation, ça forge une légitimité. ça lui donne une sorte de caution morale. C'est ça. Ça permet d'incarner physiquement son programme. Le récit familial devient le garant de l'authenticité politique. On dit au fond, regardez, mon sang même est étranger à l'oppression. Hmm. Mais attends,
il faut quand même se poser une question par rapport à ça. Je t'écoute. Est-ce que ce n'est pas, disons, le jeu classique de tout responsable politique? Finalement, on a tous tendance à lisser un peu le portrait de nos aïeux pour qu'il corresponde à nos valeurs d'aujourd'hui, non? Oui, la tentation est humaine. Si on prend une analogie simple, c'est comme un CV en fait. Quand on rédige un CV, on arrange un peu la vitrine. C'est une excellente analogie. Le CV. On met en gras les expériences qui collent parfaitement au poste qu'on vise, on utilise des mots hyper valorisants et on glisse pudiquement sous le tapis le petit stage obscur ou l'expérience qui brouillerait le message, tu vois? Oui, tout dirigeant politique scénarise son passé. C'est presque un passage obligé pour construire une incarnation présidentielle. Donc, c'est de bonne guerre en quelque sorte. Sur le principe, c'est indéniable. La mythologisation des origines est une constante. Dans l'histoire politique récente, on a eu des leaders qui photographiaient sous tous les angles la chaumière de leur grand-père paysan. Tout en oubliant de mentionner les oncles banquiers. Ou les alliances bourgeoises, oui. Le lissage est humain et politiquement toléré. Sauf que, dans ce cas précis, Sauf que là, l'enquête de JD News vient changer la donne. totalement, la source montre que la distance entre ce fameux CV arrangé et la réalité des registres administratifs n'est pas, disons, de l'ordre de la simple nuance. Ce n'est pas juste un petit embellissement esthétique. Non, c'est une distance qui donne le vertige. On ne parle pas d'avoir grossi le trait sur la pauvreté. On parle d'une réalité structurelle, documentée, qui s'oppose à 180 degrés au récit public. Ah oui, quand même. Pour reprendre ton analogie, le CV idéal vient de se heurter à l'inspecteur du travail qui a ouvert les registres comptables de l'entreprise. L'image est frappante. Alors, justement, plongeons au cœur de ces registres. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article de JD News s'arrête très spécifiquement sur une branche de l'arbre généalogique. La branche maternelle. Exactement, la famille Caserta-Bayona. Et quand les journalistes épluchent les archives administratives d'époque, le mot pauvre vole littéralement en éclats. Je suis curieuse de tenir les termes exacts. Vas-y. Je reprends les mots rapportés par le journal JD News. On y décrit ses aïeux comme, je cite, « commerçants, propriétaires, exportateurs et notables locaux ». Fin de citation. On n'est plus du tout dans la figure de l'immigré précaire, là. On est même dans un changement total de paradigme sociologique. Comment ça? Eh bien, pour comprendre la portée de ces révélations, il faut vraiment restituer le sens de ces mots dans le contexte très particulier de l'Algérie française de l'époque. Ouais, les mots n'ont pas le même poids aujourd'hui. Exactement. Être qualifié de propriétaire et de notable local à cette période, ce n'est pas juste avoir acheté sa petite maison de campagne. L'article de JD News précise que cette lignée était installée au cœur des circuits fonciers, agricoles et municipaux. C'est la phrase clé, au cœur des circuits. Mais ça sous-entend quoi concrètement? Qu'ils tenaient les manettes de l'économie locale? Qu'ils étaient des roues à l'essentiel, oui. Prenons le terme exportateur, par exemple. Dans une économie coloniale, l'exportation n'a rien à voir avec le petit commerce de proximité. C'est à une autre échelle. Complètement. L'Algérie française était ce qu'on appelle une économie de rente, une économie pensée et structurée pour fournir la métropole. Donc on parle de volumes énormes. On parle de tonnes de céréales, de vin, de produits agricoles, qui partaient par bateau entier. Être exportateur dans ce système, c'était capter directement les fruits de cette économie extractive. Et pour le terme notable local? Un notable local, à l'époque, c'est quelqu'un qui siège dans les conseils municipaux, quelqu'un qui a l'oreille du préfet, qui a du poids dans les décisions de la chambre de commerce. Quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer l'organisation même de la cité, en somme. C'est ça. Sans être forcément les immenses milliardaires d'Alger, c'est incontestablement une classe dirigeante. C'est une lignée européenne profondément enracinée dans le système économique et social. C'est une intégration active et profitable. On est à des années-lumière du petit peuple qui subit le système. À des années-lumière, oui. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la confrontation des méthodes. D'un côté, on a ce que j'appellerais la parole politique chaude. Le discours enflammé à la tribune, la mémoire subjective, les histoires de famille. C'est de l'émotion pure, en fait. C'est ça. Et face à cela, la méthode de JD News, c'est d'aller chercher la trace écrite, la bureaucratie, le registre notarié ou cadastral. C'est froid, implacable. Un registre des impôts ou un titre de propriété, ça n'a pas de sentiment. Exactement. Ça déconstruit la mythologie de manière clinique. Et cette observation est fondamentale, car elle illustre parfaitement le combat immémorial entre la mémoire et l'histoire. C'est-à-dire? La différence entre ce qu'on retient et ce qui s'est passé. Oui, la mémoire par essence est sélective. Elle se sculpte. Au fil des générations,
On gomme les aspérités, on embellit certains actes. On oublie ce qui dérange. On construit un récit qui flatte l'identité familiale. Mais l'archive, elle, est d'une froideur chirurgicale. L'administration foncière ne fait pas de politique. Elle taxe, elle enregistre, elle titre. C'est ça. Le travail de l'enquête ici a consisté à opposer au mythe, non pas un contre-discours politique, mais le poids brutal de l'administration d'époque. Et c'est là que l'enquête frappe le plus fort, je crois. Car si on s'arrête 2 minutes, on pourrait dire, bon, ok, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient aisés. C'est un peu embarrassant pour l'image de l'homme du peuple. Oui, c'est une faille dans le storytelling. Mais selon l'article de JD News, ce contraste de statut social n'est même pas le point le plus explosif. Non, en effet. Le véritable nœud du dossier, c'est l'implication directe dans une mécanique très spécifique de l'Algérie française. Et là, les mots employés par le journal sont extrêmement lourds de sens. Oui, là on bascule. On passe du simple statut social à l'action concrète. De qui ils étaient à ce qu'ils faisaient. Alors, avançons sur ce point avec précision parce que la charge symbolique est immense. Les archives rapportées par JD News ne décrivent pas seulement la famille Caserta Bayona comme des notables. Elles vont plus loin. Elles les désignent explicitement comme, et je cite la source, créanciers impliqués dans la saisie de terres musulmanes. Mhm. On ne parle plus juste de commerce, de blé ou de vin, là. On parle de dépossession foncière. Et il faut décortiquer ce que cela implique factuellement dans ce contexte historique. Être créancier dans le milieu agricole de cette époque, ce n'est pas être le gentil banquier de dépôt du coin de la rue. C'est tout autre chose. Et l'implication dans des saisies de terre, cela désigne le cœur nucléaire, le moteur même du système colonial. Comment ça fonctionnait concrètement, cette mécanique de saisie? C'est un mécanisme systémique qui est très documenté par les historiens. Le contrôle de l'Algérie s'est fait par les armes au début, bien sûr. Oui, la conquête militaire. Mais sur la durée, il s'est maintenu et étendu par le droit foncier et par la dette. Les populations locales, souvent refoulées sur des terres moins fertiles, subissaient les aléas climatiques. Et le poids des nouvelles réglementations fiscales, j'imagine? Exactement. Pour survivre aux mauvaises récoltes ou simplement payer ses taxes, de nombreux agriculteurs musulmans devaient s'endetter. Et ils empruntaient à qui? Aux banques françaises traditionnelles, pas seulement. Ils empruntaient beaucoup aux élites économiques européennes locales, aux notables fonciers. Ah, je vois. Or, le système juridique colonial était structuré de telle sorte que, dès qu'un paysan ne pouvait plus rembourser son crédit, La machine légale se mettait en marche pour exproprier. voilà. C'était un transfert de propriété organisé, tout à fait légal selon le droit colonial, et purement administratif. Donc, le fait que JD News retrouve le nom de cette branche maternelle avec l'étiquette de créanciers impliqués dans la saisie, ça les place directement dans la salle des machines de la dépossession. Absolument. Cela signifie une participation active, administrative et surtout financière, à l'ingénierie même de la colonisation. C'est glaçant quand on y pense. Ils n'étaient pas à côté du système colonial. Ils exploitaient ces failles juridiques et économiques pour étendre leur propre patrimoine au détriment des populations locales. C'est là que le contraste révélé par la source prend une ampleur inédite. Le paradoxe est abyssal. Pourquoi dis-tu ça? Parce que ce mécanisme précis, l'expropriation, la dépossession des populations autochtones, l'accaparement des richesses par une élite financière, c'est exactement, point par point, le système idéologique que Jean-Luc Mélenchon pourfend avec la plus grande véhémence. C'est vrai que la résonance est forte. C'est le combat de toute sa carrière politique. C'est une ironie historique terrible. Le leader politique qui dénonce le colonialisme se découvre, du moins publiquement à travers cette enquête de JD News, descendant direct de l'outil financier qui permettait à ce même colonialisme de prospérer. Mais attends, arrêtons-nous là-dessus pour apporter un peu de nuance au débat, car c'est nécessaire. L'enquête de JD News pointe du doigt des actes précis avec des preuves écrites irréfutables. Soit. Oui. Mais la question philosophique derrière ça, il faut tout de même se la poser. Jusqu'à quel point peut-on tenir quelqu'un de vivant en 2026 responsable du rôle financier précis de ses arrière-grands-parents dans un système systémique comme l'Algérie française? C'est une vraie question. Les gens naissaient dedans, grandissaient dedans. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ce genre de révélation, de glisser vers une forme de culpabilité héréditaire? Après tout, on ne choisit pas le pédigré de ses ancêtres. La question est parfaitement légitime. Juridiquement et moralement, il n'y a évidemment aucune transmission de la faute. On est bien d'accord. On ne peut imputer à un responsable politique d'aujourd'hui les saisies foncières opérées par sa branche maternelle il y a un siècle. Le code génétique ne transporte pas de responsabilité pénale ou morale. Donc, l'article de JD News fait fausse route en s'attaquant à ça. Non,
Car si on analyse finement la situation soulevée par la source, le véritable problème exposé n'est pas la culpabilité héréditaire, Quel est le problème central alors? c'est la contradiction. C'est le gouffre assumé, public, entre la réalité historique que l'on vient de décrire et la revendication perpétuelle qu'en fait l'homme politique. C'est le fait d'avoir travesti la réalité qui pose problème, plus que l'acte initial de l'ancêtre? C'est exactement cela. C'est l'homme politique lui-même qui a invité ses propres ancêtres dans l'arène publique. S'il n'avait jamais abordé le sujet de sa généalogie, Ou s'il était l'air vague? oui, s'il s'était contenté de dire « ma famille vivait dans ce système complexe de l'époque coloniale », s'il avait fait ça, les documents découverts par JD News ne seraient aujourd'hui que de vieux papiers poussiéreux, n'intéressant qu'une poignée d'archivistes. Je vois. C'est son propre discours d'aujourd'hui qui a transformé cette archive en bombe politique. C'est le terme exact. Le fait d'avoir affirmé haut et fort, d'avoir répété sur d'innombrables plateaux télévisés qu'ils n'étaient pas colons, c'est ce discours-là qui arme l'archive d'époque. En fait, ces documents administratifs se transforment en véritables pièces à conviction politique. Tout à fait. La faille politique n'est pas d'avoir eu des arrière-grands-parents qui faisaient des saisies immobilières. La faille, c'est d'avoir instrumentalisé un passé idéalisé, un passé qui s'avère être historiquement faux face à l'enquête documentaire. Donc ce qui se retrouve au tribunal de l'opinion publique, grâce à cet article, ce n'est pas l'action de la famille Caserta-Bayona. Non, c'est la sincérité du leader politique actuel et la solidité de sa parole. C'est vraiment le choc frontal entre le récit et l'archive, quoi. L'effondrement de l'édifice rhétorique face au travail documentaire de JD News. Hmm. Si on fait le bilan de ce qu'on vient d'examiner dans cette édition, la trajectoire de l'information est saisissante. On part d'un récit de pauvreté et d'extériorité coloniale qui servait de bouclier idéologique. Oui, un mythe très bien rodé. Et ce récit se fait percuter par des registres fonciers démontrant une réalité contraire. Une branche maternelle asée, dénotable et des créanciers agissant au cœur même de la dépossession en Algérie française. C'est la collision impitoyable entre la nécessité d'un storytelling politique et l'inaltérabilité de la trace administrative. Et il faut rappeler d'ailleurs, pour être tout à fait rigoureux, Oui. que notre rôle aujourd'hui était uniquement d'exposer la mécanique de cette révélation médiatique, de décortiquer les sources de JD News, sans prendre parti sur la figure politique elle-même. C'est un rappel de neutralité essentiel, oui. Notre but n'est pas de juger l'homme, mais d'analyser la méthode et le contraste des informations. C'est ça. D'ailleurs, si l'on prend un peu de recul sur tout ce dossier, il soulève une interrogation vertigineuse qui dépasse largement le cadre strict de cette seule personnalité politique. Ah, complètement. Au-delà de ce cas précis, cette enquête de JD News agit comme un formidable révélateur de notre époque. De l'époque numérique, tu veux dire? Oui, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la donnée totale. Absolument tout finit par être numérisé, indexé, croisé. Les cadastres du 19e siècle, les listes d'embarquement, les registres de dettes, Plus rien n'échappe à Internet. tout est désormais à portée de clic pour un journaliste ou un chercheur opiniâtre. Ça veut dire que le fameux roman familial dont on parlait au début, le petit ajustement du CV, tout ça c'est mort, hein? Eh bien, à l'ère où tout est archivé, cette enquête soulève une question fascinante pour l'avenir. Est-il encore possible pour une personnalité publique de se construire un mythe fondateur ? C'est vrai qu'on peut se le demander. Ou bien sommes-nous entrés dans une époque où la moindre de nos histoires familiales sera impitoyablement passée au microscope de la réalité historique ? Ce qui nous obligerait à une transparence totale en fait. Voilà, nous obligeant à assumer l'entièreté de notre héritage, même le plus inconfortable ou le plus éloigné de nos convictions actuelles. Le numérique ne pardonne plus les arrangements avec la mémoire. L'archive contre le mythe, c'est une réflexion extrêmement puissante sur la trace que l'on laisse à l'heure du tout numérique. Une matière à réflexion pour tout le monde, oui. Il appartient désormais à chacun de méditer sur ce nouveau rapport à la vérité historique. C'est sur cette ouverture que s'achève notre analyse approfondie de l'enquête menée par JD News. Un décryptage nécessaire. Un grand merci pour l'écoute de ce dossier. Cette édition spéciale de l'Écho du jour touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à continuer d'interroger les récits, de lire entre les lignes, et on se dit à très bientôt pour poursuivre l'exploration de notre monde et de ses complexités.